Bonjour, bonsoir et surtout bonne et heureuse année. Nous allons, et ça me fait très plaisir, nous retrouver chaque semaine pour découvrir de nouveaux talents, se faufiler dans les coulisses du merveilleux, bref, colorer un peu la grisaille du quotidien. C'est la nouvelle de l'année, que dis-je, du siècle. En 2014, Nec Plus Ultra aura 10 ans. Nous sommes devenus des amis, presque une famille, de toute façon un clan qui depuis 10 ans a vos rendez-vous avec la qualité, l'innovation et l'excellence. Je vous réserve une petite surprise pour la formule sommaire. Aux antipodes, une autre vision du luxe. Une grande maison de haute couture s'expose à Shanghai. Un hiver en robe avec un jeune couturier qui fait sensation. Une création contemporaine alternative, mais pas underground. On commence par du luxe à la chinoise. C'est une expérience, croyez-moi. Une débandade d'idées aussi extravagantes que colorées, aussi folles qu'inattendues. Rencontre à Hong Kong avec monsieur et madame Stéphane Ung qui nous ont ouvert leur maison et montré leur collection de pièces uniques. Nous sommes à Hong Kong où nous découvrons le monde du célèbre magnat des affaires Stéphane Ung. Une Bentley rouge feu poudrée d'or, ornée d'un bouchon en diamant sans carat, s'il vous plaît, s'avance. Le ton est donné. Déborah, sa femme et lui-même nous invitent à monter dans leur luxueux appartement. Son monde est à son image, rutilant, excentrique et totalement unique. Sa femme Déborah Velasquez Ung est mexicaine. Ils se sont rencontrés à Hong Kong alors qu'elle y passait des vacances. De son vestiaire à son garage, chaque pièce est personnalisée, faite à la mesure de son immense démesure. Cet ancien banquier s'apprête à lancer à Macao le plus luxueux et exclusif hôtel-casino jamais réalisé et qu'il a sobrement appelé Louis XIII. Las Vegas a de quoi se faire des cheveux blancs. C'est avec l'aide de mon ami Peter Marino que nous sommes en train de créer la destination la plus luxueuse du monde à Macao. L'ensemble du projet est très inspiré par le baroque et Louis XIII est considéré comme celui ayant initié le mouvement du baroque. Mais plus fondamentalement, lorsque l'on traduit en chinois 13, 13 est un chiffre de chance, comme aux États-Unis. Et 14 est un très mauvais numéro, il signifie la mort immédiate. Nous voilà bien, on commence juste 2014. Trêve de numérologie et examinons les fondations de ce projet. L'architecte new-yorkais Peter Marino, qui travaille aussi avec Dior et Chanel, a conçu les plans de ce haut lieu du divertissement. Ça serait l'hôtel premier du monde, qui est tout à fait rouge, rouge laqué, comme quelque chose de l'Orient, avec des paravents qui bougent tout le temps. On verra, revenons à Hong Kong afin de mieux comprendre le parcours faramineux de Stéphane Ung. Fils de riches investisseurs chinois, il commence sa carrière chez Citibank dans les années 80. Stéphane Ung a bâti sa fortune dans la banque d'affaires et l'investissement immobilier. À 55 ans, il n'a aucune appréhension à afficher son sensationnel et indéfinissable sens du style. L'ensemble de la maison est contrôlé par une immense tablette, de la télé à la lumière, en passant par la température. Dans leur salle à manger, on peut admirer un portrait de sa femme peint par Margaret Cho, dans lequel il a fait incruster un diamant jaune de 1 carat sur son doigt. Entre boîte de nuit et lieu de vie, cet intérieur ne peut avoir été pensé que par un être totalement illuminé. Vous en conviendrez, il y a de quoi être médusé. Intéressons-nous de plus près à un lieu hautement stratégique, le vestiaire de monsieur. C'est un costume Versace. Donatella l'a fait pour mon mariage. Il y a beaucoup d'or et de détails. Et si vous me demandez ce qu'est le luxe, je vous dirai, tout est dans le détail. En ce qui concerne ce costume, nous venons de faire une soirée pour Louis XIII et elle l'a interprété avec ma couleur favorite, le rouge, associé avec l'or. Avec ses chaussures, Stéphane Ung est assuré d'être en toute occasion le clou de la soirée. Les chaussures sont signées Christian Louboutin. Mon pantalon et mon t-shirt sont de Jean-Paul Gaultier. L'un comme l'autre sont mes stylistes préférés. Et justement, Stéphane Ung est venu faire un brin de shopping au défilé haute couture Dior et Jean-Paul Gaultier. J'attends d'eux qu'ils me surprennent. Déborah, sa femme, l'y a suivi avec enthousiasme. J'adore tous les styles, ils sont complètement différents. Avec une touche de Paris, Jean-Paul Gaultier surprend toujours tout le monde.
C'est que Deborah est un peu de la partie puisqu'elle dirige l'agence de mannequins de son mari, Dreams Models. Aujourd'hui, je viens de démarrer ma première affaire, mais dans le futur, je veux aller plus loin. À Hong Kong, tout va tellement vite. Tout le monde travaille tellement. Pour moi, c'est d'autant mieux, car cela me pousse encore plus. Titulaire d'un diplôme de droit mexicain, Deborah ne peut pas exercer à Hong Kong. Elle a donc choisi de se tourner vers d'autres perspectives. Cela fait 2 ans qu'elle a épousé Stéphane Hung et elle s'est très vite adaptée à son nouveau style de vie hongkongais. Après une petite séance de shopping direction la maison et la garde-robe de madame n'a rien à envier à celle de monsieur, on peut même dire qu'elles sont très bien assorties. Elle est vraiment très lourde, mais j'adore cette robe, elle est très délicate. Un aperçu de quelques paires d'escarpins. Ce sac, j'ai choisi la matière ainsi que la couleur. Il a été fait juste pour vous? Oui, juste pour moi. Ils ont mis mes initiales ici. Le luxe, ce sont des choses que vous désirez, mais dont vous n'avez pas nécessairement besoin. C'est pour cela qu'elles sont luxueuses, car elles sont excessives. Elles vous font sentir complètement différente et bien. Mais la panoplie ne serait pas complète si les voitures n'allaient pas avec cette palette. La plupart de mes voitures sont spéciales dans le sens où quand j'achète une voiture, je change la couleur, leur apparence, je les rends uniques. C'est excessif, non? C'est le luxe extrême, avoir ce que l'on veut à la manière dont on le veut. Le luxe extrême, c'est aussi avoir confiance en soi. Cela signifie que vous avez travaillé dur, accompli certaines choses dans votre vie et qui vous font dire « Je ne me soucie pas du reste du monde, ça ne concerne que moi et je vis la vie que je désire. » Au diable la philanthropie. Notre société est la deuxième plus grande à Hong Kong. Nous employons environ 15 000 personnes. Quand une entreprise crée de la valeur et de l'emploi, le succès est toujours de bon aloi. Ça donne des idées, non? Restons en Chine, mais je vous emmène à Shanghai, au musée d'art contemporain, qui a mis à l'honneur une des plus fameuses exceptions culturelles françaises, la haute couture, avec l'exposition consacrée à Christian Dior. Mais si, la mode c'est de la culture, enfin certains s'en rendent compte, vous allez voir. Emballées comme de véritables œuvres d'art, les robes de la grande maison de haute couture Dior sont prêtes à raconter leur histoire à Shanghai. Du tailleur bar en 1946 à la célèbre coupe ciseaux, autant de mini-révolutions dans la silhouette des femmes qui font de Christian Dior un couturier visionnaire. C'est cette créativité géniale conjuguée à une élégance irréprochable qui caractérise l'esprit Dior. Sa conception de la femme, son goût pour les jardins, son amour de la vie, cet homme aux multiples facettes se lie à cœur ouvert dans son style et dans ses robes. Des premières créations aux dernières pièces signées Raf Simons, plus d'une centaine de robes haute couture seront exposées aux côtés d'œuvres d'artistes chinois et de documents exceptionnels. Pour raconter le style et tout ce qui constitue l'esprit de la maison, eh bien, on procède par étapes. L'exposition, c'est un parcours, c'est un voyage, en fait. Et ça commence par évoquer comment la mode, c'est d'abord une histoire de forme, et une histoire de forme souple, une architecture de textile qui doit embellir le corps. Ça, c'est le fondement du travail de Monsieur Dior et puis de ses successeurs. Christian Dior lui-même comparait le rôle du couturier à celui d'un enchanteur. En fait, on peut éduquer les gens à apprécier les bonnes choses, les belles choses. Et pour les femmes, les belles robes. Je pense que les robes sont des œuvres d'art. Il y a 9 artistes chinois très célèbres qui ont été impliqués dans le projet. Ils sont tellement heureux de participer à cette exposition.
Il est au bout du compte pour moi le premier couturier qui reconnaît la femme indépendante dans ses coupes. Et c'est tellement cohérent avec le rôle des femmes aujourd'hui. Car nous ne sommes plus juste des épouses. Nous ne nous définissons plus par un attachement à un homme. Nous avons nos vies indépendantes. Et pour moi, la mode pour les femmes indépendantes a commencé avec Dior. C'est qu'il appréhendait la femme avec amour. Un amour libérateur et non pas conservateur. Le rouge et le rose, c'est très très important pour lui parce que le rose, il disait que c'était la couleur du bonheur, la couleur de la jeunesse et du bonheur. Le rouge, c'était la couleur de l'effet théâtral. Ce qu'il appelait ses coups de Trafalgar, c'était des robes du soir qu'on envoyait à la fin du défilé pour faire un effet comme ça théâtral. C'était un homme qui, à la fois, aimait le style très sobre, la femme très parisienne, très élégante, en tailleur gris, mais aussi qui, le soir, fait une entrée spectaculaire dans un salon ou en haut d'un escalier avec une robe rouge somptueuse. Ultra féminine. Très féminin. Vraiment, l'esprit de la maison, c'est ça. C'est tourné vers l'embellissement de la femme. Il disait ça, je veux rendre les femmes belles et heureuses. Heureuses parce qu'elles sont belles. Et pour Christian Dior, tout a commencé avec un jardin, celui de la maison de son enfance à Granville en Normandie, auquel il fera sans cesse référence dans ses créations. Christian Dior, c'est la beauté, l'élégance, mais cela ne reste pas au niveau du joli. Tellement de choses avec les fleurs sont juste jolies. Mais Christian Dior, c'est plus que ça. Il va au-delà de ça. C'est un couturier de génie. De l'enfance du couturier à aujourd'hui, le jardin est resté la muse tacite ou explicite de la maison. Cette année, la collection automne-hiver lui rend à nouveau hommage avec le film Secret Garden, réalisé par Inès van Landsberg et Vinod Matadin dans le brouillard de la forêt du Petit Trianon. Toute l'esthétique du grand siècle, du XVIIIe siècle, est fondamentale dans son histoire. Lorsqu'il cherche une maison pour abriter sa maison de couture, il choisit cet hôtel particulier de l'avenue Montaigne parce qu'il a une façade de style Régence, néo-Régence. Et à l'intérieur, il va travailler avec Christian Bérard et Victor Grandpierre et il va créer un cadre dans l'esprit du XVIIIe siècle. Ce style très avec des couleurs douces comme ça, qui est d'ailleurs plus caractéristique de Trianon en fait, du grand Trianon et du petit Trianon, eh bien ça forme un cadre très doux et qui met en valeur ses créations. Une maison qui doit également son succès à l'excellence de ses petites mains qui œuvrent dans le secret des ateliers et qui sont depuis toujours le cœur de la maison. Les robes sont gardées, nous, dans un lieu de conservation un petit peu secret, en province, dans le centre de la France. À l'occasion d'expositions, nous les préparons, évidemment nous les contrôlons, il y a tout un travail préparatoire. Et après, elles sont mises dans des tiroirs faits à leur mesure. Et puis ces tiroirs sont eux-mêmes mis dans des caisses qui sont préparées par un layotier emballeur avec qui nous travaillons depuis de longues années. La préparation d'une exposition comme ça, c'est un long processus. Ça commence à peu près un an avant. C'est un long travail parce que la maison Dior a des archives très importantes avec des centaines de robes. Choisir les photos, les dessins, tous les objets. Cette exposition est très riche. Et puis, il y a tous les œuvres d'art d'artistes chinois contemporains. Et certaines de ces œuvres, d'ailleurs, donnent presque l'idée du thème, ou en tout cas l'accompagnent et mettre une emphase dessus. Comme ce que nous voyons ici, la dernière de nous, c'est cette installation de l'artiste Liu Jinhua, qui a, permis de construire toute cette scène autour de la Galerie des Glaces de Versailles et tout ce travail de la lumière, en fait, qui est le propre de la Galerie des Glaces, hein, les miroirs, toutes les tonalités d'or et qu'on retrouve dans les robes. À travers le temps, la maison a su garder toute sa fraîcheur et aujourd'hui encore fait toujours notre bonheur. Je pense que le luxe existe pour protéger la culture de l'artisanat d'exception.
Ce n'est pas tous les clients qui peuvent se l'offrir. C'est vraiment une tradition culturelle que le luxe soit préservé pour la prospérité et l'éternité. Le cœur de l'artisanat de la haute couture m'est toujours très cher. On ne saurait dire de quand datent ces pièces alors qu'on ne pourrait se tromper sur leur origine. C'est que l'esprit Dior est à la fois inimitable et intemporel. Du premier défilé de la maison en 1947 à Paris jusqu'à cette exposition à Shanghai, tant de choses ont passé, mais l'esprit Dior, lui, est resté. C'est le moment mode à leur direction Paris. Les créations de Jonathan Rhys, dit JR, affolent les hit girls et très probablement leur maman. Coupe impec, finition parfaite et glamour, on commence bien l'année, défilé. Derrière la griffe JR, il y a un créateur, Jonathan Rhys, dont le goût prononcé pour les expériences visuelles et sonores fait depuis 8 ans sensation. L'entreprise est née en 2005 dans un petit atelier d'à peine 60 mètres carrés. Un succès fulgurant qu'il doit à sa vision très contemporaine du luxe. La collection, elle parle de ces pays émergents où on voit ces paysages traditionnels mélangés avec ces immeubles, ces énormes tours de ces architectes hyper contemporains. Et cette espèce de choc quand ces deux choses se rencontrent. Et urbanistiquement, finalement, c'est quelque chose de magnifique. Et on le retrouve sur toutes les pièces. Il y a ma broderie qui est complètement introduite dans la collection, qui grandit de différentes manières dans la collection. Et on le retrouve avec toutes ces histoires comme les premiers looks où vous voyez ces pulls en angora qui font référence à un immeuble qui vient d'ouvrir à Pékin de Zaha Hadid, ou toute l'histoire des croisements de chaînes qui fait référence à l'immeuble de CCTV de Rim Koolhaas, ou ces courbes de Holly Sheeran. Et voilà, donc j'essaie vraiment de créer cette espèce de, entre guillemets, chaos urbanistique, si on peut dire, et toujours avec cette espèce d'attitude très cool où on mélange toujours un haut avec un bas, qui sont souvent même des robes, qui sont une pièce, mais qui ont deux choses qui ont tellement à voir ensemble et en même temps rien à voir. Des chocs culturels à l'échelle d'une robe, des mini-séismes provoqués à la faveur de la rencontre entre deux univers, il y a chez Jonathan Rhys une effervescence créative joliment subversive. À la fois structurée et sensuelle, une féminité contradictoire que le designer belge maîtrise de manière originale. De délicates chaînes d'argent créent des effets optiques inédits qui fascinent et attirent subtilement. Il y a tout un développement sur ces matières pour finalement arriver à avoir la silhouette la plus épurée possible avec une matière qui fait tout. Dans toutes les constructions, on essaie toujours de... C'est très important pour moi que le tissu dicte plus la forme que imposer une forme à un tissu, si vous voulez. Un travail sur les associations très réussi entre les matières, mais aussi entre les vides et les pleins. Cette collection ne recule devant aucun contraste et présente une silhouette iconoclaste et pleine de faste. Rien que pour vos yeux, il fait aussi bien rêver les hommes que les femmes, sans jamais céder au consensuel juste milieu. Ce que j'aimerais cette année, c'est vous étonner en arguant un peu ce qui monopolise les médias et vous présenter une génération de jeunes qui a des idées nouvelles. Je vous présente Charlotte Cosson, c'est une belle pas bête, elle est curator, en français commissaire d'exposition rencontre. Une nouvelle manière d'exposer et de voir la création, on en avait bien besoin. Et Charlotte Cosson nous fait justement cette invitation. C'est l'appartement des collectionneurs Isabelle et Fabrice de Pontrache qui donne le cadre à ces discrétions regroupées sous le titre très attirant « Dans le freezer à droite ». Bienvenue aux 3 Maisons Saint-Honoré, chez Isabelle et Fabrice de Pontrache, qui m'ont fait l'immense plaisir de me laisser leur maison sur 4 étages au centre de Paris, afin de proposer Dans le freezer à droite. J'ai monté cette exposition avec 4 artistes français. Il n'y a que des œuvres de ces 4 artistes à l'intérieur du 3 Maisons Saint-Honoré. J'ai choisi Elvire Bonduelle parce que Isabelle et Fabrice de Pontrache ont toute cette théorie comme quoi le confort améliorerait les conditions d'appréciation de l'art.
Et c'est vrai que dans le travail d'Elvire, il y a toute cette idée de confort qui transparaît. D'ailleurs, elle s'est autoproclamée dictatrice du bonheur. Dans ses œuvres, à chaque fois, il y a un rapport au quotidien qui transparaît et un quotidien qui n'est pas si facile que ça. Vous avez vu des cravaches qui symbolisent le fait que nous sommes chaque jour fouettés exactement par les actualités. Et pour l'installation d'assiettes qui s'appelle Life is a piece of cake, en fait, les parts colorées sont indexées sur des pourcentages trouvés dans l'actualité. C'est ça. Par exemple, 30% de notre bonheur viendrait de notre ADN. Pour Grégoire Motte, j'ai l'impression que ce qui transparaît au premier abord, c'est le caractère assez drôle de ses œuvres. C'est comme avec cette sculpture en spaghetti, qui est en fait une translation de boîtes de conserve ou de 2 citrons, qui sont faits à partir de matériaux triviaux, qui ont été faits à Rome, donc à partir de clichés italiens, et qui peuvent avoir un caractère légèrement anthropomorphique assez drôle. Je l'ai choisi parce que du trivial, il nous emmène vers la poésie. Comme nous pouvons aller du 4e au 7e étage, donc potentiellement du 4e au 7e ciel, nous allons dépasser les nuages et nous confronter au purgatoire. Ici, vous pouvez admirer le nuage de Grégoire Motte. Comme toutes les œuvres ici, il y a une petite narration. Ascension vers des paradis bien terrestres, puisque le rêve du collectionneur est allé se nicher jusque dans la salle de bain. Bienvenue dans le cabinet de Grégoire Motte, potentiellement donc au 7e ciel, où Grégoire Motte a voulu parler de la rencontre amoureuse, notamment avec ce siège, cette lunette de toilette assez kitsch, où l'on peut s'imprimer le prénom de l'être aimé temporairement sur le postérieur, et où il nous a aussi concocté une œuvre très poétique, puisque si le spectateur décide d'embuer l'œuvre, c'est-à-dire de mêler son haleine à l'œuvre, il découvrira un alexandrin de Racine. On sent qu'il y a des grands bouleversements dans le rapport des artistes au temps. Et c'est vrai qu'ici, c'est comme un constat, ici au 3, c'est comme un constat de ce monde qui change, avec cette envie d'une nouvelle projection vers le futur qui se ressent chez beaucoup d'artistes. Le 4e, c'est Aurélien Moll. Généralement, les gens ne connaissent pas son statut d'artiste. Lorsqu'il fait des photographies, généralement, il les montre sous forme d'objets. Il est toujours dans l'entre-deux. On n'a jamais de conclusion, c'est-à-dire qu'il renverse généralement les valeurs, mais il y a toujours un doute sur leur renversement réel. Maxime Chanson, Grand Prix du Salon de Montrouge en 2012, a développé une théorie de l'art contemporain. Il a développé une sorte de cartographie où il a réussi à extraire les 24 moteurs qui poussent les artistes à créer et les 24 moyens avec lesquels ils essaient d'arriver à leur fin. Des tables de la loi artistique qui donnent par définition envie de les transgresser. Le luxe et le raffinement, vous le savez, ne se résument pas avec des produits coûteux. C'est surtout une attitude qui a ses codes. On va vous en dévoiler quelques-uns au fil de ces émissions. Les protocoles élémentaires sont à partager plutôt qu'à bien garder. Geneviève Dergenstein, anthropologue de formation, s'attelle à cette transmission avec son école de la courtoisie et du protocole. On place toujours les couverts en fonction du premier plat. Le couvert le plus éloigné de l'assiette, ça va être celui du premier plat. Donc ici, nous allons avoir un potage. Donc on commence, on met la cuillère évidemment à la droite. La tête en bas. La tête en bas. Nous avons encore dans certaines familles des armoiries et donc elles se mettent toujours de ce côté-là. La serviette, on peut la mettre soit à droite, soit à gauche. Pour résumer, le couvert le plus éloigné de l'assiette correspond à celui du premier plat. Tous les couverts sont placés la tête en bas. Voilà pour commencer le b.a.-ba. Et pour terminer, si l'on demandait à Karl Lagerfeld sa définition du luxe. Du luxe, eh ben c'est la couture. C'est un peu court, parfait, merci Karl.
Vous retrouverez ces conseils et le coup de cœur sur la page Facebook. Merci de nous avoir suivis, merci à l'Apogée Courchevel de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, n'oubliez pas que les éléments les plus précieux du luxe sont le cœur, la passion et la qualité sans compromis. Au revoir.